Attention, la vidéo que vous allez voir est une vidéo extraite de mon académie. Très simplement, qu'est-ce que c'est que mon académie? Ce sont des gens qui rejoignent l'académie Alex Horse pendant un an pour progresser, pour développer leur instinct, pour améliorer la relation avec leurs chevaux et grâce à l'amélioration de cette relation, tout simplement avoir de meilleurs résultats, résoudre des problèmes, etc. Le genre de problème qu'on résout, c'est des chevaux qui sortent pas seuls, qui savent passer par les troupeaux, des chevaux qui paniquent, des chevaux qui se cassent, des chevaux qui sont hypersensibles, toujours sur l'œil, des chevaux qui ont des traumas, des galères qui s'en sortent plus, bref, il y a un peu de tout dans l'académie et en gros, on les suit. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, du coup, c'est une vidéo qui fait partie de la formation, parce qu'il y a une formation dans l'académie, d'accord? Ce que vous allez voir, du coup, c'est une des vidéos de la formation de mon académie. Dedans, on va parler de comment faire si vous êtes bloqué avec votre cheval à une étape, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire. Très peu de gens parlent de ça dans le monde équestre, ok, ça va vraiment être du jamais vu, encore une fois. Et vous allez voir que vraiment vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coup du processus d'habituation. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est. Comme d'habitude, on va voir pourquoi c'est important, les prérequis, pourquoi est-ce que les gens galèrent avec ce processus d'habituation et comment faire du coup pour les phases, pour avancer dans ce processus qui comporte du coup plusieurs phases. Beaucoup de gens confondent, mélangent consciemment ou inconsciemment l'habituation et la désensibilisation. Je vais essayer de vous en donner ma définition, qui est celle avec laquelle on a réussi à se mettre à peu près d'accord avec plusieurs professionnels. Et c'est deux choses qui sont souvent mélangées, mais parce qu'elles se ressemblent. Mais je vais essayer de vous expliquer vraiment la différence, très simplement. Dans la désensibilisation et dans l'habituation, on va visuellement, entre guillemets, hein, arriver à peu près au même résultat qui est un cheval qui est immobile et qui du coup gère la situation. Visuellement, ça va être à peu près similaire. Mais quand on rentre dans le détail, ça va être différent. Pourquoi? La désensibilisation, ça va être de créer une stimulation avec des niveaux d'intensité plus ou moins forts. Et même si le cheval éprouve du stress, ça va être qu'il ne bouge plus. Ok. Dans la désensibilisation, on va chercher justement l'immobilité du cheval. Mais même si le cheval est immobile et qu'il stresse encore. Ok. C'est un peu plus complexe, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, dans la désensibilisation, ce qu'on veut, c'est l'immobilité. Même si le cheval est encore stressé, s'il est immobile, c'est bon. Dans l'habituation, et du coup dans la désensibilisation, plutôt, dans la désensibilisation, le cheval va être immobile parce qu'il comprend qu'en fait, euh, la stimulation, entre guillemets, s'arrête quand il est immobile. Mais c'est pas pour autant qu'il a confiance, pas pour autant qu'il se sent bien avec elle. Il a juste compris qu'il doit être immobile. Et sur 80, pendant mon micro, et sur 80-90% des chevaux, cette désensibilisation va progressivement amener à de l'habituation. Pourquoi? Parce qu'au début, le cheval va prendre sur lui, ok? Il va prendre sur lui, il va prendre sur lui, il va être immobile mais inconfortable toujours, donc il n'aura pas géré son émotion, il sera juste stressé mais juste immobile parce qu'il a compris que sinon on le faisait bouger. Mais par la suite, il va finir par se rendre compte que, ok, en fait, on me demande d'être immobile, mais au final, le truc il est pas si dangereux que ça. Et du coup, le cheval va finir par se décontracter par la désensibilisation. C'est ce qui est fait sur 80-90% des chevaux, environ à peu près ça marche comme ça. Sauf que sur certains chevaux, comme Angelica par exemple, qui ont une sensibilité plus élevée que la moyenne, même si c'est pas une excuse évidemment, il faut se concentrer sur les solutions, toujours pas sur l'identité et les problèmes, mais elle a une sensibilité plus forte que la moyenne, elle a une tendance également à rentrer en dissociation, c'est-à-dire justement à aller dans cette désensibilisation, et c'est ce qui s'est passé avec elle je pense, mais elle a cette tendance à aller dans cette désensibilisation et du coup à se bloquer, à prendre sur elle et à rentrer en dissociation en mode je me coupe, je subis, je subis, je subis, je subis. Sauf qu'en fait, elle gère pas l'émotion et du coup, à un moment, elle explose. Et c'est pour ça que la désensibilisation, avec 80-90% des chevaux, ça va très bien fonctionner, il n'y aura aucun problème. Ils vont comprendre qu'au final, c'est pas si grave que ça. Mais avec des chevaux beaucoup plus sensibles qui ont du mal à gérer leurs émotions, comme Gilica, la désensibilisation va juste faire qu'elle risque de prendre sur elle et d'exploser à un moment donné. C'est pour ça que l'habituation va être beaucoup plus intéressante. Et c'est quoi du coup l'habituation? Bah dans l'habituation, on va avoir à peu près visuellement le même résultat, c'est-à-dire un cheval qui bouge plus. Mais cette fois-ci, le cheval ne bouge plus non pas parce qu'il a compris qu'il ne devait plus bouger parce que sinon il y avait une stimulation négative qui arrivait. Non, le cheval ne bouge plus juste parce qu'il est devenu non réactif à la stimulation. Pas non réactif en mode il ne réagit pas parce qu'il réagit pas, c'est juste qu'il a vraiment compris que ok ce truc-là c'était bizarre mais c'est pas dangereux, ça va pas me faire de mal et c'est juste chiant. Et du coup, le cheval est en mode, oh, c'est habitué, genre, c'est bon, ça fait plus peur, vous voyez. C'est comme, c'est comme vous regardez un film,
ok? Vous regardez un film, il y a ce qu'on appelle un scream à un moment qui vous fait sursauter. Bah, la première fois, vous sursautez, deuxième fois peut-être, troisième fois peut-être, mais après, vous sursautez plus. C'est pas que on vous a appris à bloquer vos émotions, c'est juste que vous êtes habitué à ce que, à ce moment-là, cette situation arrive et du coup, vous l'anticipez. Et en fait, c'est ça, comment fonctionne l'habituation, c'est aussi simple que ça, vous habituez. Donc voilà, c'était une petite parenthèse importante pour vraiment clarifier désensibilisation et habituation qui souvent sont mélangées. Donc pour résumer, dans la désensibilisation, l'objectif c'est que le cheval juste ne bouge plus, mais juste parce que ben on recherche l'immobilité, peu importe entre guillemets, encore une fois, son niveau émotionnel. Alors que dans l'habituation, le cheval ne bouge plus, mais c'est une conséquence, d'accord? C'est la conséquence du fait qu'il gère son émotion et du fait qu'il tout simplement gère le truc. Alors que dans la désensibilisation, le cheval ne gère pas forcément l'émotion, même si, comme on a vu, il va finir par y arriver avec 80-90% des chevaux. Donc pourquoi est-ce que c'est important ce processus d'habituation? À quoi ça sert, etc. On va en parler. Tout d'abord, il faut comprendre que les chevaux, bah, ce sont des proies. Ok, donc on va pas faire 10 minutes là-dessus, tout le monde le répète tout le temps, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Et du coup, bah, comme toutes les proies, quand il y a un danger, le réflexe, c'est fuir. Du coup, comment est-ce qu'on va faire? Car on peut pas changer leur nature. Même si, en réalité, les chevaux ont beaucoup évolué, ils sont beaucoup plus confiants de manière globale qu'avant, même si ça reste des proies, parce que les races sont sélectionnées, etc. Il y a des processus de sélection depuis des dizaines, même des milliers d'années. Et, ça fonctionne, et du coup les choses sont de plus en plus calmes, de plus en plus gentils, etc., de manière globale. Mais on peut pas changer leur nature, qui font que dans leur ADN, tout de même, ça reste des proies. Comment est-ce qu'on fait, du coup, par rapport à ça? Eh ben, on va développer des compétences. Lesquelles? Tout simplement, on va développer de la confiance en eux, de la gestion émotionnelle et du mindset. Confiance en eux, c'est quoi? Bah, ils ont confiance à leur propre capacité à gérer des situations. La gestion émotionnelle, c'est que, bah, typiquement, un cheval qui gère ses émotions, c'est un cheval quand il y a quelque chose qui lui fait peur, il va pas faire demi-tour sur lui-même, paniquer. Il va s'arrêter, il va regarder, il va analyser, d'accord? Et le mindset, ça regroupe un peu tout ça, mais le mindset, ça va vraiment être quelle va être un petit peu la personnalité du cheval. Est-ce qu'il a un mindset de gagnant ou est-ce qu'il a un mindset de victime? Jellica avait un gros mindset de victime au début, c'est-à-dire que c'était, ah, si c'est dur, je m'en vais. Je fais pas l'effort. Alors que maintenant, elle commence qu'on a travaillé cette compétence, on a développé cette compétence du mindset, et on va en parler dans cette vidéo. Elle a développé cette compétence et du coup maintenant elle est plus dans un mood où elle va être en mode ok, ça me fait peur, mais je vais me poser et je vais chercher à comprendre comment ça fonctionne ce truc-là qui me fait peur. Donc ça c'est les trucs basiques pour commencer à parler d'habituation, pardon, et on va voir les prérequis. C'est toujours les mêmes quasiment. Les fondamentaux. Les fondamentaux c'est quoi? En tout cas, les fondamentaux, c'est ce qui m'est propre, même si beaucoup de gens sont d'accord avec ça. Mais c'est parce que bah, tout ce que je vais vous partager, c'est ce qui a fonctionné pour moi et pour les gens que je l'accompagne. Et c'est super important pour moi. Donc c'est cheval au prêt, avec d'autres congénères, eau propre à volonté, foin, herbe, etc. Enfin, fourrage à volonté. Et 5 un abri, évidemment. 6 RAS, niveau santé, veto, maréchal, j'ai un trou de mémoire. Veto, maréchal, dentiste, voilà. Ostéo, etc. Bonne relation. Donc, les trois piliers de la bonne relation. L'appréciation mutuelle. Vous avez envie d'être avec votre cheval, il a envie d'être avec vous. Confiance mutuelle. Vous faites confiance à votre cheval et il vous fait confiance. On peut décliner ça aussi en votre cheval a confiance en lui et vous, vous avez confiance en vous. C'est important aussi. Donc ça, c'est le deuxième pilier, confiance mutuelle. Et troisième pilier, respect mutuel. Faut respecter votre cheval, mais votre cheval vous respecte aussi. Ok. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas les fondamentaux et la bonne relation, ça sert à rien de commencer à faire un processus d'habituation. Vous avez des choses beaucoup plus importantes avant à travailler. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, en gros, il y a deux types de leaders. Ok, on va dire il y a le leader narcissique et le leader bienveillant. Le leader narcissique, pour faire très simple, il va avoir un peu une attitude de le cheval doit faire, mais le cheval doit faire à tout prix. Ok. Et le leadership est très très puissant. Vous l'avez vu dans mes vidéos. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus plein de fois. Il y en a dans l'académie, etc. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Ce qui fait que beaucoup de gens l'ont utilisé à tort, ont fait beaucoup de dérives, et du coup, la limite entre le leader bienveillant et narcissique, parfois, elle est assez fine. Donc, le leader narcissique, c'est juste qu'il va utiliser, en fait, son leadership pour que le cheval fasse, même si le cheval n'est pas forcément OK, même si le cheval n'est pas encore forcément prêt. Le leader bienveillant, parfois, il va pousser aussi avec le cheval, mais la différence, c'est que le leader narcissique, il veut faire plus pour son propre plaisir que pour vraiment le cheval. Alors que le leader bienveillant, il sait que ça va peut-être pas être agréable sur le cheval là sur le moment, mais il sait pourquoi il le fait. Il y a une attitude bienveillante. Il y a un peu un rôle de grand frère bienveillant. C'est un peu, ok, je sais que t'as peur, je sais que c'est dur, mais je suis là, je te lâche pas, on y va, on va décomposer, on va prendre le temps, s'il faut, il n'y a pas de souci, mais par contre, on va aller au bout de l'idée. Et c'est ce que vous voyez avec Jellica. Je suis vraiment dans ce rôle de leader bienveillant. C'est ok, c'est dur, t'as peur, on va continuer quand même, on va continuer, mais tranquille,
prendre le temps, on fera 10 séances sur ça s'il faut, mais on va aller au bout de l'idée. Vous voyez, leader, je vais au bout de mon idée, tac, mais je suis bienveillant. Je suis pas en mode dépêche-toi, fais-le, hein, à rentrer dans la gueule du cheval, etc., pour le forcer, le soumettre. Vous voyez, différence entre leader bienveillant et leader narcissique. Donc là, ça va être les prérequis pour travailler le processus d'habituation. Pourquoi est-ce que le processus d'habituation, la plupart des gens ont du mal? Et d'ailleurs, à quoi vous servir ce processus d'habituation? Ça va surtout à régler des anticipations négatives, des traumas, à apprendre des nouvelles choses. Mais on va voir du coup, tout simplement, pourquoi est-ce que pour la plupart des gens, ça fonctionne pas. Bah, la réalité, c'est que la plupart des gens, quand ils vont essayer de faire ce processus-là, ils vont mal doser, ils vont mal le faire, ils vont pas comprendre à peu près où est-ce qu'ils en sont dans le processus, à quelle étape est-ce qu'ils en sont, parce que oui, il y a plusieurs étapes dans le processus d'habituation, il faut les comprendre, il faut savoir les repérer pour ajuster. Parce que si vous pensez que vous êtes dans l'étape 3, mais vous êtes dans l'étape 1, bah forcément vous êtes en train de faire de la merde et vous allez avoir des problèmes par la suite. Donc les gens dosent mal. Les gens n'ont pas les prérequis. Tout simplement, des gens commencent par faire le processus d'habituation alors qu'ils n'ont même pas de bonne relation avec leurs chevaux. C'est ce que je dis pour moi. C'est super important d'avoir une bonne relation avec son cheval avant de commencer le travail, parce que si votre cheval, vous n'avez pas de relation avec lui, et que vous commencez le travail, ça veut dire que vous êtes déjà en train de faire des choses à un animal qui peut-être n'a même pas envie d'être avec vous. Ça peut paraître con que dit comme ça, mais c'est-à-dire que vous êtes avec un animal, il a même pas envie de base d'être avec vous, mais vous lui faites faire des trucs quand même. Et du coup, forcément, bah, ça marchera moins bien. Ok. Donc, d'où l'importance d'avoir les prérequis comme la bonne relation, les fondamentaux, etc. Et ce qui fait que la plupart des gens ont du mal sur ce processus-là, et ce processus-là, il peut être pour plein de choses. Ça peut être pour sortir en extérieur, hein, ça peut être pour sortir en extérieur, ça peut être pas pour un cheval qui s'est passé par les troupeaux, ça peut être pour un cheval qui monte pas dans le vent, ça peut être pour un cheval qui rentre pas dans la douche, ça peut être pour un cheval qui donne pas les pieds, ça peut être pour un cheval qui bouge au montoir, ça marche pour tout. Ok. Ça peut être pour des traumatismes. Ce que j'ai fait là, ce que je vous ai expliqué, ça a fonctionné avec Gilica pour résoudre le traumatisme de la sangle. Donc tout ce que je vous dis là, encore une fois, c'est pas des idées, c'est pas des histoires qu'Alexis raconte, c'est le terrain. D'accord? C'est des choses qui ont été testées sur le terrain et qui ont marché sur le terrain. Et du coup, bah, ce qui fait que la plupart des gens fonctionnent pas, tout simplement, c'est qu'ils manquent de feedback. Ils manquent de feedback. Ils n'ont pas la bonne stratégie, ils n'ont pas la bonne lecture. Comme je vous disais, bah, par exemple, la bonne stratégie, c'est quoi? Bah, ils ont une idée à peu près de ce qu'ils vont faire, mais ils le font pas très bien. La stratégie, elle est pas très bonne. Ok. Ou la lecture, elle est pas bonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La personne pense qu'elle est à l'étape 3 alors qu'elle est encore dans l'étape 1. Ouais. Et donc, c'est ça l'importance d'avoir un mentor. C'est ce que nous on fait dans l'académie. Si vous regardez cette vidéo, de toute façon, vous êtes dans l'académie. Donc, vous savez que vous pouvez poser vos questions tous les jours, etc. Dans les lives, poser vos questions. Et c'est là où vous allez avoir le feedback. Et mon feedback va faire vous dire, bah, ok, mais en fait, ça marche pas parce qu'il y a ça, ça, ça et ça que tu fais qui sont pas bons. Fais plutôt ça à la place ou fais-les comme ça. Applique, reviens, donne-moi les résultats. On ajuste et c'est comme ça que les élèves progressent. De toute façon, vous le savez, vous voyez tous les jours que les gens progressent grâce à cette manière de travailler. C'est pour ça qu'on est sur du 100% de résultats dans les accompagnements sur l'académie. Vous le voyez tous les jours sous vos yeux de toute façon. Donc ça fonctionne. Mais du coup, parce que bah il y a la bonne stratégie et vous avez la bonne lecture grâce à moi. Et le but, c'est que par la suite, vous puissiez le faire par vous-même. Car comme vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que par la suite, vous deveniez autonome. Et c'est pour ça que bah, je travaille avec vous et que je suis à votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour vous faire réussir le plus possible. Et c'est ce qui fait que du coup, on a 100% de résultats sur l'académie, ce qui est du jamais vu en France. Du coup, petite parenthèse, on va revenir du coup maintenant sur comment faire sur les phases différentes, quelles sont les phases différentes et comment les, euh, les implémenter. Alors, tout d'abord, il va y avoir deux choses. Alors là, il va falloir faire marcher un petit peu votre cerveau. Je vais vous le donner en mode full théorie, en mode vous allez tout comprendre d'un coup. Principalement, le processus d'habituation, on va se faire pour globalement tout, mais principalement pour deux choses qui vont être gérer des traumas ou des références négatives, des expériences négatives, ou tout simplement un nouvel apprentissage. Vous allez voir que les deux sont assez similaires, même si c'est un petit peu différent. Au niveau des phases, il va y avoir plusieurs phases. La première phase, c'est chez un cheval, donc je vais prendre l'exemple avec Jelica, par exemple, qui avait la sangle, c'était impossible pour elle, elle explosait tout le temps. C'était ça, je fuis, c'est dangereux, ça me fait peur. Première phase du processus, et il faut bien comprendre que ces phases vont être plus ou moins fortes en fonction des chevaux, mais qu'elles sont normales. Elles sont normales. Il faut pas se dire le cheval est trop mal, le cheval est machin, le truc. Déjà, c'est pas des pensées qui vont vous aider de penser comme ça, mais il faut juste se dire, ok, c'est juste que je suis dans cette phase du processus. Ça veut juste dire que je dois bosser. C'est tout. Ça sert à rien de penser à autre chose. Juste t'es dans cette phase-là, tu dois bosser.
Il n'y a rien de plus compliqué. Il y a pas plus compliqué que ça. Donc la première phase, ça va être je fuis, c'est dangereux, ça me fait peur. Ok? La deuxième phase, ça va être je ne fuis plus, d'accord? Je n'explose plus, je ne fuis plus, mais j'ai toujours très peur. Ok? J'ai toujours très peur. Attention, attention. La deuxième phase, c'est différent de la dissociation et de l'intériorisation. Des grands mots qui font peur pour des choses très simples. C'est quoi? C'est qu'Angélica, elle se remonte, elle se bloque, elle prend sur elle, elle prend sur elle, elle prend sur elle. Et quand les gens voient ça, ils disent ah mais elle dit rien. Oui, elle dit rien, mais d'un coup, boum. Pourquoi? Parce que elle est rentrée en dissociation. Ce que j'expliquais tout à l'heure, avec les chevaux qui ne savent pas, pour qui la désensibilisation ne va pas forcément marcher, on a l'impression que ça va parce que le cheval bouge plus, mais en fait, intérieurement, c'est la panique. Et à un moment, boum, ça explose. Du coup, quand votre cheval, c'est pas parce que votre cheval ne bouge plus, c'est pas parce que votre cheval ne fuit plus, d'accord, qu'il est dans la phase 2. Parce que dans la phase 2, ok, votre cheval, il ne fuit plus, mais il a toujours peur. Mais le niveau de peur n'est plus un niveau de panique. Rappelez-vous, il y a plusieurs niveaux d'inconfort. Léger, moyen, élevé. D'accord? Là, vous êtes dans de l'élevé. Là, vous êtes dans du moyen. Si votre cheval est immobile, d'accord, qui ne fuit plus, etc., mais que pourtant ces signes d'inconfort qui renvoient, et encore une fois, j'ai fait du contenu sur ça dans l'académie, la masterclass que vous pouvez aller voir sur repérer les signes de décontraction et d'inconfort, vous avez tout dessus. Et ben, tout simplement, si votre cheval montre des signes d'inconfort de niveau élevé, mais qu'il est immobile, bah, posez-vous la question, est-ce que c'est de la tolérance? Non, 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 c'est probablement de la dissociation et de l'intériorisation. Et du coup, ça veut dire qu'il gère pas, mais juste qu'il est en train de prendre sur lui, mais un peu trop, et qu'il va exploser. Donc il est encore dans la première phase. Vous voyez, avoir la bonne lecture, la bonne stratégie, tout le but d'avoir un mentor. Si vous avez une question pour savoir si votre cheval il est là-dedans, de toute façon, vous êtes dans l'académie, donc vous balancez la vidéo dans les consultations, et je vous réponds en moins de 24 heures, vous avez votre réponse, et vous savez exactement quoi faire pour résoudre le problème. Donc, la première phase, ça va être ça, je fuis, c'est dangereux, ça me fait peur. Ok, j'y lis je mets la sangle, elle fuit, elle panique. Deuxième phase, ok, je ne fuis plus, je ne fuis plus, mais j'ai toujours peur. Donc là, on va être sur un niveau de stress moyen. Le blocage, comme je vous disais, ça ne veut pas dire que le cheval progresse, ce qu'il peut intérioriser. Et comment est-ce qu'on va faire du coup si, malgré tout, vous êtes dans la phase 1, ok, donc ça fuit, ça je fuis, c'est dangereux, ça me fait peur, pour le cheval, à la phase 2. Et comment vous faites pour... Si le cheval, justement, quand vous travaillez, il rentre automatiquement dans ce truc d'habituation, de dissociation, pardon. Comment est-ce que vous allez faire? Bah, je l'ai eu avec JDK, donc je vais vous expliquer. Tout simplement, ça va être de step back pour récupérer de la décontraction. Je m'explique. Si par exemple, vous venez mettre votre surfait sur le dos du cheval, et je prends l'exemple de JDK, au moins vous avez les vidéos, c'est à peu près autour des épisodes 130, 140 sur YouTube. Vous m'envoyez un message, au pire, vous voyez, vous verrez de toute façon, c'est surfait, on a bombardé pendant 1 mois et demi, 2 mois, et ça règle les problèmes. Mais si du coup, je suis là, je mets mon surfait sur le dos de Jilica, je l'ai pas encore serré, il est juste posé sur le dos, et je sens qu'elle est comme ça, qu'elle est tendue. Bah, logiquement, je sais qu'elle est déjà tendue, et que l'étape d'après, c'est quoi? Bah, c'est l'explosion. Donc ça sert à rien de pousser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais step back et récupérer la décontraction. Tant qu'il n'y a pas un niveau de décontraction correct en amont, le cheval n'aura pas assez de ressources en lui pour gérer le moment difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je mets le surfait sur le dos de Jilica, ok, ça va générer de la tension. Elle va se bloquer. Si je n'évacue pas cette tension, je ne vais pas récupérer un niveau de décontraction correct avant de le fermer, avant de fermer mon surfait. Et donc, si je n'ai pas récupéré la décontraction, mon cheval n'aura pas assez de ressources en lui pour gérer le vrai gros moment difficile qui arrive, qui va être serrer la sangle. Donc, comment est-ce que je fais? Tout simplement, je fais un pas en arrière, je récupère la décontraction et je reviens. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Tout simplement, moi, je mettais le surfait sur le dos, sans le serrer, elle était tendue, je marchais avec elle. Je marchais, tranquille. Vraiment, posé, bah, comme je vous apprends dans l'académie, il y a du concept sur ça, sur quel mental avoir et tout à ce moment-là. Et automatiquement, encore une fois, c'est pas une histoire que je raconte, tout est filmé, tout est prouvé. La jument se décontracte. Et donc, je récupère de la décontraction, et du coup, le cheval a plus de ressources pour gérer l'émotion. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Vous avez beau planter les meilleures plantes du monde, ok. Si vous n'avez pas assez d'eau en amont et pas de soleil, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez décontracter
avant le moment difficile, et ça notez-le, plus vous décontractez avant le moment difficile, plus le cheval sera capable de se décontracter dans le moment difficile. Plus la décontraction est élevée avant l'exercice, plus la capacité du cheval à se décontracter pendant l'exercice sera élevée. Vous augmentez les chances. D'où le concept de mon cheval est tendu, ok, je regagne de la décontraction. Ok. Il y a toute une vidéo sur ça dans l'académie. Allez, non, mais normalement, si vous voyez cette vidéo, vous l'avez déjà vue avant. Donc, retournez voir cette vidéo si vous avez besoin, où je vous explique comment on fait avec un cheval, justement, comme j'ai dit, par exemple, qui se tend, qui a tendance à se bloquer un peu, et comment est-ce qu'on fait, en fait, quand le cheval se tend comme ça et se fiche totalement en pensant qu'il va exploser pour, justement, remettre de la décontraction. Parce que souvent, c'est des chevaux, ils se décontractent plus, ils rentrent dans leur truc et c'est fini. Bah, j'ai fait une vidéo sur ça, donc allez la voir. Et vous allez récupérer, du coup, la décontraction pour après, dans le moment difficile, récupérer cette décontraction tout simplement qui va aider le cheval à se décontracter et donc à rentrer dans la deuxième phase. Et pour toutes les phases en fait ça va être ça. Donc la première étape ça va être ça, je fuis, c'est dangereux, ça me fait peur. Donc cheval qui peut rentrer en dissociation, qui peut exploser, qui peut fuir, etc. Par le travail, par la répétition, en le faisant bien, etc. Le cheval va passer de ok, maintenant je fuis plus, j'explose plus. Donc le niveau de stress est toujours là, mais il est plus dans élevé, il est dans moyen. Mais le cheval a toujours peur. Ok. Et là, du coup, le cheval va rentrer dans une deuxième phase qui va être cette fois-ci la vraie phase de tolérance. C'est-à-dire, ok, ça me fait peur, j'ai compris que ça allait pas me tuer. C'est bon. Là, j'ai compris que ce truc-là n'allait pas me tuer. Dans la première phase, le cheval est en mode ça va me tuer, c'est dangereux. Deuxième phase, il est en mode ok, ça va pas me tuer, c'est sûr, ça va me tuer. Mais ça me fait quand même très peur. Du coup, je prends sur moi. Je sais que ça va pas me tuer, mais c'est dur quand même. C'est vraiment ça l'étape 2. Pas la répétition, donc toujours le même process, hein. Step back, remettre de la décontraction, etc. Vous allez arriver dans une phase, et par la répétition, etc., en ajoutant des expériences positives, parce qu'en fait, c'est quoi? Ça, c'est un exemple que je vous fais beaucoup, mais imaginez un bocal, d'accord? Et dans ce bocal, il y a des billes blanches et des billes noires. Les billes noires représentent les expériences négatives, et les billes blanches représentent les expériences positives. Si il y a plus de 50% de billes noires, ok? Admettons, il y a 51% de billes noires, on va dire 60% de billes noires et 40% de billes blanches. Le nombre de billes noires est supérieur au nombre de billes blanches. Ça veut dire quoi? Si par exemple le nombre d'expériences références du cheval sur la sangle comme Jilica contient beaucoup de billes noires, et ben vous allez beau mettre une bille blanche, le cheval est toujours en majorité de billes noires, donc il va avoir un réflexe de peur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Pour changer ça, pour éviter que le cheval justement retombe dans ses travers et inverser le nombre de billes blanches et de billes noires, eh bien, on ne peut pas enlever les billes noires. On ne peut pas supprimer, prendre notre souris, aller dans le cerveau du cheval et cliquer sur supprimer sur les mauvais souvenirs. On ne peut pas faire ça. Ce serait facile, ce serait génial. Mais on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire par contre? On peut rajouter des billes blanches. Et donc, ok, il y a peut-être 60 billes noires pour 40 billes blanches. Ok, bah, je vais rajouter 50 billes blanches. C'est pour ça que ça prend du temps. Mais les gens ne veulent pas prendre ce temps. Les gens ne sont pas prêts à faire les efforts. Les gens ne sont pas prêts à suivre le processus. Ils préfèrent trouver des techniques pour gratter du temps, pour que ça aille plus vite, etc. Alors que si juste vous augmentez le nombre de billes blanches, et comment vous le faites? Bah, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comment gérer la décontraction avec votre cheval, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez la voir, on parle exactement de ça là-dedans. Mais c'est ce process-là, c'est step back, récupérer la décontraction, pour être très simple. Du coup, par ce processus, etc., par la répétition, par le nombre de billes blanches qui s'ajoutent, votre cheval va passer de ça me fait peur et ça va me tuer, à ok, j'ai compris que ça allait pas me tuer, mais ça me fait toujours peur, à ok, j'ai compris que ça allait pas me tuer, ça me fait plus peur. C'est juste un truc chiant. Ok? C'est juste un truc chiant. Alexis me lance sa longe sur le dos. Ça ne va pas me tuer. Ça me fait pas peur. Mais c'est chiant. C'est chiant. Ok? C'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir. Et ça, typiquement, ça va être pour le parage, pour les vermifuges, pour les tondeuses, quand on tond les chevaux, pour les sprays, etc. Tous des trucs, c'est chiant pour les chevaux. C'est super chiant en soi pour eux. On va pas dire que c'est cool, c'est chiant. Mais au début, ils vont peut-être passer par là pour les plus confiants, mais parfois par là pour les moins confiants. Et du coup, bah, process et tout pareil, un juge, etc. C'est pas des choses qui sont agréables pour eux. C'est chiant, mais ça fait pas peur. Et ensuite, on va entrer dans une quatrième phase qui est ok, ce truc-là il est chiant, mais au moins j'ai des bonbons. Au moins j'ai des trucs cool qui se passent. Qu'est-ce que ça peut être comme exemple? Je prends un exemple avec l'ordre. Pour le coup, le spray, il aime pas.
Il aime pas. Et lui, il aime pas ça. Il aime pas. D'accord? Mais il se dit, ok, le truc d'Alexis, c'est chiant, mais au moins j'ai des bonbons. Je vois pas trop où il va en venir à m'asperger avec son spray, machin. Je comprends pas trop l'intérêt. J'ai compris que ça allait pas me tuer. C'est juste chiant. Mais bon, moi, ça me permet d'avoir des bonbons. Et ça peut être des bonbons ou plein d'autres choses, vous voyez. Et ça va être, par exemple, le bonbon n'est pas magique, hein, on va en parler après, mais c'est un peu ça le concept qu'il faut comprendre. C'est vraiment passer dans des phases. Et le bonbon, comme je vous dis, il est pas magique. Il y a certains chevaux, ils vont se bloquer. Genre comme Jilica, vous avez beau mettre un bonbon, elle en a rien à foutre. Elle, ce qui va plus l'intéresser, c'est la décontraction, c'est la sécurité, d'accord? Donc, quand je dis le bonbon, ça peut être aussi d'autres choses. Mais c'est là où justement, il faut soit analyser vos séances, analyser ce à quoi vos chevaux réagissent, bien connaître vos chevaux. Et pour ça, il y a des process où idéalement vous avez un mentor, comme moi avec mes élèves, comme moi avec vous, qui vous dit ok, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, qu'est-ce que tu peux mieux faire pour ton cheval, etc. Donc là, c'est le process pour gérer, on va dire, un traumatisme, entre guillemets, ou du moins des références négatives. Pour un apprentissage nouveau, c'est presque la même chose. La première chose, pour un apprentissage nouveau, on parle d'un apprentissage qui est 100% nouveau, d'accord? Il n'y a pas de traumatisme, ça n'a jamais été fait. Ça va être, au début, pour la plupart des choses, ça va être je connais pas, alors j'ai peur. Ok? C'est nouveau, j'ai peur. Ça va dépendre des chevaux. Il y en a, ils vont être plus dans le je comprends pas. Et d'autres qui vont être dans ah, ok, c'est nouveau, je suis curieux. Ça va dépendre, ok? Mais cette phase de découverte, elle va toujours venir créer un petit peu d'inconfort, etc. Surtout si c'est nouveau, surtout si c'est des choses comme par exemple mettre la selle, etc. Ça peut créer un petit peu d'inconfort, ce qui est normal. Comme je dis, c'est impossible d'avoir un cheval 100% tout le temps décontracté. Ça n'existe pas. Et ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. La deuxième phase, ça va être j'ai compris, d'accord? J'ai compris à peu près où tu voulais en venir, Alexis, dans ton idée de séance. Mais ça me stresse encore, tu vois. C'est encore dur, je dois encore prendre sur moi et je dois encore tolérer. Ça, c'est la phase avec Jilica où on lui met le surfait, elle est tendue, ok, elle explose plus, d'accord? Mais c'est encore compliqué. Et ben elle est là, ok, j'ai compris l'idée, je vois où tu veux en venir, je suis encore tendu, mais ça va, je peux gérer. C'est dur, c'est pas facile, hein, mais je suis capable de le gérer, ok? Et ensuite, en répétant, comme je vous disais, avec les bons process, avec la bonne stratégie, la bonne lecture, et ben le cheval va passer dans OK, j'ai compris et je sais faire. Ok, j'ai compris, je sais faire. C'est bon, j'ai capté ton truc, c'est bon, j'ai compris le truc là-bas, c'est bon, j'ai vu. Et ensuite, la dernière phase, du coup la quatrième, ça va être j'ai envie de le faire. Et du coup, c'est là où on va beaucoup se poser la question de la motivation et du cheval volontaire. Donc, on va travailler sur la motivation, sur l'envie du cheval, mais du coup, on va revenir sur, très important, votre leadership. Ok? Votre leadership. Votre leadership, c'est ce qui va faire qu'on dit au cheval, Coco, là on y va. Je sais que t'es chiant, je sais que t'as pas envie, machin. Là on y va, tu vois. C'est un peu ça l'idée. Toujours leader bienveillant. Attention. Donc voilà tout le process d'habituation. Ok. Il y a plein de choses, on pourrait aller encore plus loin, mais ça fait déjà 26 minutes de vidéo. Là, je vous ai donné vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'infos. J'espère que vous avez pris des notes. Retenez bien les structures. Et toujours, c'est ça que vous devez retenir de cette vidéo. C'est super important de retenir ça. C'est là que votre cheval, en fait, quand vous avez une difficulté avec votre cheval, un truc qui bloque, il faut arrêter de dire que, enfin, il faut arrêter. Il faut pas tomber dans un délire à dire, ah, c'est dur, c'est difficile, ah, il est trauma, ah oui, mais il a eu un passé douloureux, ah oui, mais machin. Non, t'en es où dans le process? T'en es où dans le process? Déjà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu travailles sur un trauma, une ref négative, ou est-ce que c'est un nouveau truc que tu essaies d'apprendre, mais qui est difficile à apprendre au cheval? Où est-ce que t'en es? De quoi on parle? De quoi on parle? Première chose, de quoi on parle? Ah, ok, le cheval ne remonte pas dans le vent parce qu'une fois il s'est cogné. Ok, on est plus là-dedans déjà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se fait? Et le cheval, il peut monter dans le vent? Non, 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 il peut pas monter dans le vent. Le cheval, il panique, il tire, il tire, il tire. Impossible pour lui d'entrer. Ok. Ça, je fuis, c'est dangereux, ça me fait peur. Ça veut juste dire, et c'est tout ce que ça veut dire, hein. C'est rien de se faire des films dans la tête, hein. Ça veut juste dire que le cheval est dans la première phase. C'est tout. C'est juste ça. C'est juste ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus compliquer les choses. T'es juste dans la première phase. C'est tout. C'est tout. Inutile de dire le cheval, c'est parce qu'il est cerveau droit, c'est parce qu'il est cerveau gauche, mais c'est parce qu'il y a eu un trauma, c'est parce que... Non, non. Là, tu es en train de te construire sur les problèmes. Nous, on se concentre sur les solutions, d'accord? Et du coup, tu es juste dans la première phase. Et du coup, tu dois juste te concentrer sur comment passer de la première à la deuxième phase. C'est tout. C'est tout le reste, c'est du bullshit. Ton seul objectif, c'est comment tu passes de la première à la deuxième. Juste ça. Ça sert à rien de faire 70 communications animales par mois parce que ton cheval ne monte pas dans le vent. J'ai rien contre les gens qui font de la com animale, on en a fait plein avec Angelica.
Mais il faut mettre les efforts au bon endroit, il faut arrêter de se monter la tête et de se mettre des trucs dans la tête. Parce que très souvent, et ça je vous le dis parce que j'accompagne énormément de gens maintenant, j'en ai accompagné beaucoup, ce qui fait que les gens ne progressent pas avec leurs chevaux, c'est qu'ils se mettent tout le temps des trucs dans la tête. Tout le temps. Et moi le premier, mais c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de faire toujours les mêmes erreurs, d'avoir toujours le même schéma de pensée et de rien changer. Ce qu'il faut, c'est en prendre conscience et avoir envie de s'améliorer et de se bouger pour que ça s'améliore. Donc, t'es juste dans la première phase. C'est tout. Ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que ton cheval est planté, ça veut pas dire que t'es foutu, ça veut juste dire que t'es dans la première phase. C'est tout. C'est tout. C'est juste ça. J'insiste, hein, je fais le forceur, mais un jour un homme a dit l'enseignement c'est l'art de la répétition. Mon professeur d'économie, un très grand professeur, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc c'est tout. Comment tu passes de la première à la deuxième phase? Je ne fuis plus, mais j'ai toujours peur. Ok. Voilà. Exemple, deuxième phase. Je pourrais en vous donner plein d'exemples, mais c'est vraiment pour vous aider, hein. Comment vous faites pour savoir si c'est dans la deuxième phase? Bah, moi je mets la selle à mon cheval et tout. Je sors mon cheval en extérieur, ça va, il m'écoute, il fait. Mais je sens que c'est toujours très compliqué pour lui. Ok. Ça veut juste dire que t'es dans la deuxième phase. C'est tout. Ça veut juste dire ça. Il n'y a pas besoin de se complexifier le cerveau et de se faire des films d'horreur. Ça veut juste dire que tu es dans la deuxième phase. Et ça veut juste dire que ton objectif, c'est comment tu passes de la deuxième à la troisième. Et comment on en a parlé dans la vidéo. Ok. Mon cheval manque de motivation quand il fait les choses. Ok. C'est juste chiant, mais ça me fait plus peur. Comment est-ce que tu fais? Ça veut juste encore une fois dire un exemple. Mon cheval sait monter dans le vent. Ok. Mon cheval n'a pas peur de monter dans le vent. Mais parfois, il décide de s'arrêter, de planter les quatre pieds et de plus monter. Il n'y a pas de signe de stress, juste il refuse de monter. Il n'a pas envie de monter. Ok, ça lui fait plus peur, c'est juste chiant. Ça veut juste dire, encore une fois, ça veut juste dire que ton cheval est dans la troisième étape. C'est tout. Et ton objectif, c'est juste comment je passe de la troisième à la quatrième. C'est tout. Vraiment aussi simple que ça. Et comment? Bah, tu identifies le problème. C'est chiant, bah c'est un manque de motivation. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah ça veut dire que pour ton cheval, il a plus d'inconvénients dans sa tête à monter, sans forcément que ce soit un film d'horreur pour lui. C'est pas pareil, hein. Mais il a plus d'inconvénients pour lui à monter dans le vent qu'à rester en dehors du vent. Et du coup, comment est-ce que tu fais? Et ben, il va falloir poser la question de comment est-ce que tu peux augmenter la motivation de ton cheval pour monter dans le vent. Comment est-ce que tu peux faire pour que ton cheval ait envie d'aller dans le vent? Et pas envie d'aller dans le vent parce qu'on travaille pendant une demi-heure à la longe, parce qu'il comprend que du coup, là, le confort est près du vent, comme certaines personnes disent. Et j'ai rencontré ces gens-là, ils travaillent pour du bon taf. Mais c'est pas ce que moi j'enseigne et ce que je partage. Pour rentrer, voilà. Parce que le monter dans le vent pour le cheval, c'est une compétence aussi, hein. Donc voilà. Et pareil, je vais prendre encore un autre exemple, mais euh, ok, un exemple tout con, qui va être un peu plus parlant sur l'équitation et qu'on peut voir. Mon cheval sait sauter, hein. Mon cheval sait sauter, mon cheval fait des barres. Mais il charge les barres. Il charge les barres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait sauter, ok? Il a pas peur plus que ça des barres, il n'est pas traumatisé, il se plante pas devant, c'est juste que quand il voit, il accélère un peu après la barre, etc. Ça veut dire quoi? J'ai compris, mais c'est encore dur. Je dois prendre sur moi, c'est dur, ça me crée du stress. Ça veut pas dire que le cheval est planté à l'obstacle, ça veut pas dire que le cheval va être un fou furieux sur les barres, ça veut juste dire que tu es dans la deuxième phase et que tu dois passer à la troisième. C'est tout. C'est tout. Et vous voyez à quel point ce que je vous dis dans cette vidéo, déjà personne n'en parle dans le monde des castres, personne n'en parle, et vous voyez à quel point c'est surpuissant. Rendez-vous compte à quel point c'est surpuissant. Parce qu'en fait, quand tu vas te confronter à un problème, aujourd'hui, avec ton cheval, tu vas pas te dire, oh mon dieu, c'est la fin du monde, tu vas juste te dire, ah mais je suis où, dans quelle phase? Ok, je suis là. Ah, bah ce que je dois faire, c'est juste comment est-ce que je passe de la deuxième à la troisième. Et bah si vous êtes dans l'académie, de toute façon, ce que vous avez à faire, vous m'envoyez un message, vous dites, ok Alexis, je suis bloqué là. Euh, je suis bloqué. Genre, mon cheval, je sors en extérieur, ça va. J'arrive à le sortir du pré maintenant. J'arrive à le séparer des copains. On arrive à sortir en extérieur, tu vois. Il tracte plus, il explose plus, mais il est encore tout le temps sur l'œil. Comment je peux faire? Bah là, moi,
c'est mon rôle en tant que mentor, je vais vous dire, ah ok, je vais vous poser des questions, essayer de comprendre, etc. Regardez vos vidéos, faire un peu avec vous vos reports, ce que vous en pensez. On va voir bah, qu'est-ce qui vous empêche de passer de la deuxième à la troisième. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui vous empêche de passer de la deuxième à la troisième? Concrètement, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Vous allez avoir les réponses, vous allez sur le terrain, vous mettez en place les feedbacks. Troisième étape. Et du coup, en fait, c'est ça maintenant. Il n'y a plus de on se prend la tête. C'est ok, mais je suis où en fait dans tout ça? Et voilà. Et c'est beaucoup plus léger parce que vous n'êtes plus en train de vous concentrer sur. Vous imaginez la pression que vous vous mettez à vous dire mais c'est de ma faute, c'est la faute de mon cheval, c'est parce que je suis pas assez bon, c'est parce que. Et du coup, vous êtes en train de vous concentrer sur votre identité, à vous juger, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste se concentrer sur le processus. Et quand je dis toujours, et vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos, ce qu'il faut, c'est continuer à travailler, continuer à analyser, continuer à améliorer et continuer dans le processus. Ça veut exactement dire ça. Tout ça, c'est exactement ça, le processus. C'est ça. Le processus, c'est tout simplement où je veux aller, où j'en suis, comment je peux faire pour dépasser ce blocage. C'est tout. C'est juste ça. Et faire 1% mieux chaque jour. C'est tout. Et vous voyez que quand vous regardez des choses comme ça, bah, tout est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de pression, il y a beaucoup moins de prise de tête, c'est juste j'en suis où et qu'est-ce que je dois faire. Ok. Et si vous ne savez pas quoi faire, bah, c'est là où vous avez un mentor, vous posez vos questions, il va vous aider. Voilà pour la fin de cette vidéo. C'était long, c'était très très long. 35 minutes de vidéo là, j'ai tourné pile sur sur ce contenu, mais beaucoup beaucoup de valeur. Beaucoup beaucoup de valeur et je pense que ouais, je pense que je peux dire avec quand même pas mal de confiance, même s'il y a un peu d'ego là-dedans, comment je vais le dire, mais c'est tout, je suis humain, j'en ai. Mais je pense que, ouais, après avoir vu cette vidéo, on peut plus te bloquer son cheval. Je pense que je vais la mettre sur YouTube, la vidéo, je vais l'appeler comment faire si tu es bloqué avec ton cheval. Un truc comme ça. Parce qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de je suis bloqué. Parce que quand vous êtes je suis bloqué, en fait, vous êtes en mode en mindset victime. Vous êtes en mode ah, c'est fini pour moi, c'est tout. C'est dur. Oh non, j'arrête. Trop dur. Le mec qui craque en vidéo. Maintenant, vous êtes plus en mindset de victime. Maintenant, c'est plus ah, je suis bloqué, je suis foutu. C'est non. J'en suis où exactement? Je dis que je suis bloqué. Ah ouais, t'es bloqué. Mais attends, où ça bloque déjà? Ah, mon cheval est jamais motivé en fait. Il est jamais motivé. Il fait tout le temps taper les bas, etc. Ok. T'es juste dans cette phase-là. Tu dois te concentrer sur comment passer de la 3 à la 4. Et pareil pour les autres phases, je vais pas vous refaire tous les exemples. Donc voilà, cette vidéo va s'appeler, je pense, comment faire quand tu es bloqué avec ton cheval. Donc voilà, vous avez tout le processus, et ça c'est le processus d'habituation, mais ça marche pour tout. Et du coup, on a vu désensibilisation, habituation, etc. Donc voilà pour la vidéo. Comme d'hab, si pour les membres de l'académie, bah du coup, si vous êtes bloqué avec votre cheval, que vous avez des questions et tout, comme d'hab, vous les posez dans les consultations, vous venez dans les lives, et on check ça. Donc maintenant, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Moi, ça m'a pris du temps de la construire. J'espère vraiment que vous avez tiré un maximum de valeur de cette vidéo. C'est une vidéo, vous voyez dedans, qui était faite pour les membres de mon académie. Donc forcément, il y a des moments où je m'adresse à eux, etc. Si vous voulez rejoindre l'académie, vous pouvez tout simplement prendre un rendez-vous avec moi dans la description. C'est un lien Calendly. Vous réservez un appel avec moi. C'est 100% gratuit. Le but de cet appel, il est simple. Il y a trois phases. La première phase, c'est voir si numéro un, est-ce que je peux vous aider? Numéro 2, est-ce que vous correspondez aux critères pour qu'on travaille ensemble? Car oui, je ne travaille pas avec tout le monde. Et numéro 3, est-ce que ça match entre nous en termes d'énergie, en termes de vibe, en termes de feeling? Parce que bah, l'académie, c'est quelque chose que moi je kiffe, c'est mon métier, mais c'est avant tout, je kiffe faire ça et j'ai envie que ça reste du plaisir. Et du coup, je fais vraiment attention à qui rentre. On fait pas rentrer n'importe qui dedans, on veut pas de gens négatifs, on veut pas de gens qui se plaignent, que des gens positifs et bienveillants. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. Aujourd'hui, on est une communauté, on n'est pas beaucoup, mais on est super. Genre, les gens, ils sont tout le temps en train de s'entraider et je veux garder cet esprit-là. Et du coup, je filtre énormément. Donc, si tu veux en savoir plus pour l'académie ou rejoindre l'académie pour être accompagné, en gros, ça te permet quoi l'académie? Ça permet d'avoir un suivi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout le temps, avec une formation vidéo, avec des lives, où on invite des experts, plein d'experts du monde professionnel. Ça permet également de constituer un réseau. Si tu es professionnel dans les chevaux, si tu veux devenir professionnel dans les chevaux, faut savoir que plus de la moitié des membres de mon académie sont des professionnels du monde équestre, d'accord? Il y en a qui sont moniteurs, il y en a qui sont des cavalières de complets spécialisés dans les jeunes chevaux, on a qui font du shiatsu, on en a une qui va rentrer en études de veto. Enfin, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans l'académie avec des choses très intéressantes et du coup, c'est très, très riche. Et c'est pour ça que du coup, on prend pas tout le monde parce que il faut pas être professionnel pour rentrer. Tout le monde a ses chances de rentrer, d'accord? Mais il faut correspondre quand même à un minimum de critères pour justement le bon déroulement de l'académie et aussi parce que je prends que 30 personnes maximum par an parce que je suis tout seul à gérer et comme je dis, j'ai envie que ça reste du plaisir pour moi et j'ai envie de maintenir une certaine qualité de suivi
7 jours sur 7, 24 sur 24, personne ne fait ça. C'est parce qu'on n'est pas beaucoup, et je peux me permettre de le faire. Donc, si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message, on peut en discuter. Si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver directement un appel, je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez en apprendre encore plus, je vous mets également le lien de ma formation gratuite dans la description, vous pouvez checker. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Et du coup, si vous êtes prêt à vraiment rentrer dans l'académie pour faire exploser les résultats avec vos chevaux, envoyez-moi un message et on se tient au courant. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.